journal. Après avoir passé 48 heures dans la ville cuprifère de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa hier vendredi 18 avril 2025. Sur place, le garant de la nation a inauguré le centre hospitalier moderne Tshisekedi Tshilombo, présidé la 40e réunion du Conseil des ministres, mais aussi participé à la 9e édition Expo Béton. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Je vous le disais, en visite de travail à Lubumbashi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le centre hospitalier moderne dénommé Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'une œuvre de la Caisse nationale de sécurité sociale, comme le dit Pierre Kibambe Somoïsa. Dans la périphérie de la ville de Lubumbashi, sur la route au Kasenga, un grand hôpital moderne vient de sortir de terre. Il s'agit du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, CHTT, de l'Institut national de sécurité sociale, une entreprise publique de l'État congolais. Doté des équipements ultramodernes et de 120 lits, ce centre hospitalier a été inauguré ce jeudi 17 avril 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail à Lubumbashi. Motif de fierté et de satisfaction pour le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï Kazadi, a rendu hommage au président de la République pour sa vision de développement de la RDC. Un centre d'appareillage orthopédique le mieux équipé en Afrique, fonctionnant en partenariat avec la firme Autoboc, le leader en Europe pour la fabrication des prothèses et des orthèses. Un espace de formation doté de salles de réunion et de salles de conférence équipées de systèmes multimédia permettant d'organiser les enseignements et les pratiques médicales à distance, devenant ainsi une référence nationale pour la télémédecine et la e-santé. Ce qui était un rêve à la CNSS est aujourd'hui une réalité avec l'inauguration de cette grande infrastructure sanitaire moderne à Lubumbashi RDC, au cœur de l'Afrique, a indiqué le directeur général. Le CHTT est en effet un centre hospitalier moderne doté d'équipements ultra-modernes et des dernières avancées technologiques en médecine. Le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale a présenté les différents services spécialisés qui regorgent les nouveaux centres hospitaliers, notamment un centre orthopédique pour la prise en charge des accidentés des mines, des blessés de guerre et de toutes sortes d'accidents de travail. Les services IRM, des neurochirurgies, de cardiologie et de dialyse. Avec ses experts de renommée mondiale, le CHTT est doté d'infrastructures contribuant considérablement à réduire les évacuations des patients vers l'étranger, a rassuré le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Intervenant à son tour, le ministre de la Santé a vivement salué l'implantation d'un centre hospitalier de niveau tertiaire à RDC après d'autres nouvelles formations médicales obtenues sous l'impulsion du président de la République. Des malades ne seront plus acheminés à l'étranger pour des soins spécialisés grâce à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné le ministre de la Santé. Roger Kamba a invité le chef de l'État à couper le ruban symbolique d'inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie a été suivie de la visite des infrastructures et différents services du CHTT par le chef de l'État. Le séjour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Haut-Katanga était également marqué par la tenue de la 40e réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboy, a fait le compte rendu de cette réunion. En voici un extrait. Le président de la République a commencé par saluer solennellement la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail, dont les travaux préparatoires débutés le 8 avril 2025 ont été déjà clôturés pour laisser place aux travaux proprement dits qui se dérouleront du 21 au 24 avril 2025. Ces cadres tripartites réunissant le gouvernement, les représentants des travailleurs
et c'est des employeurs demeure l'une des expressions les plus vivantes de notre démocratie sociale. Il constitue un espace privilégié pour bâtir ensemble des solutions durables aux défis de notre temps. À ces sujets, le président de la République a insisté pour que ce conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. En ce qui concerne l'augmentation du SMIC, celle-ci devrait avant tout bénéficier aux travailleurs les plus vulnérables dont les revenus actuels ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels, car ce sont eux qui subissent les plus durement les effets de la précarité et pour qui cette mesure représenterait un véritable levier de dignité et de justice sociale. Le président de la République a rappelé que l'emploi demeure le socle prioritaire de son mandat. Il est la clé de voûte de la paix sociale, les moteurs du développement durable et les garants d'une justice intergénérationnelle véritable. Offrir un avenir à notre jeunesse, soutenir nos familles et dynamiser notre économie passe par un accès équitable à un emploi digne et productif. L'histoire devra retenir que nous avons su, dans un moment décisif, faire le choix du dialogue, de la justice sociale et de l'action. Dès ce qui précède, le président de la République en a appelé à la mobilisation de tous. Il a invité chaque membre du gouvernement à suivre avec la plus grande attention les travaux en cours, à appuyer les dynamiques positives qui en émergeront et à veiller à leur mise en œuvre effective dans un esprit de cohésion gouvernementale, d'obligation des résultats et de respect du principe d'égalité des chances. Par ailleurs, il a engagé la Première ministre à s'assurer que le prochain SMIC à mettre en place puisse être adapté aux réalités du marché et qu'il prenne en compte les besoins vitaux réels des travailleurs afin de faciliter le renforcement de leur pouvoir d'achat. Et pendant ce temps, le président de la Chambre haute du Parlement a participé à la deuxième journée de la 9e édition d'Expo Béton qui s'est tenue à Lubumbashi. Jean-Michel Samalukonde Kenge a rassuré de faire le suivi des accords signés sur les différents corridors et veiller aux dividendes de ces infrastructures structurantes. Jeanne Kalenga et Julio Piana nous en disent un peu plus. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a marqué de son empreinte ce vendredi 18 avril la deuxième journée de la 9e édition de l'Expo Béton 2025 qui se tient dans la cour de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à Lubumbashi. Dans son allocution des circonstances, Jean-Michel Samalukonde a promis en tant que Sénat de faire le suivi des accords signés dans les cadres de ces corridors. Nous ici, nous sommes venus d'abord encourager l'initiative et puis donner des indications sur l'anticipation que nous devons avoir sur les différents projets d'infrastructures qui vont venir demain, dans les différents corridors qui nous concernent, que ce soit celui de l'Obito, parce qu'on en parle pour le moment, et aussi comment est-ce qu'à notre niveau, en tant que sénateur, en tant que Sénat, nous aurons à faire ces suivis de ces accords et surtout nous assurer du dividende vis-à-vis de nos populations. Devant les acteurs politiques et les opérateurs économiques, l'honorable président Jean-Michel Samalukonde a exhorté à plus de résilience et d'anticipation. Cette exposition intervient à un moment où la République démocratique du Congo connaît une agression injuste et barbare du Rwanda et ses supplétifs du M23, mais que c'est important de savoir que pour répondre aussi à ces questions sécuritaires, nous avons besoin de développement, de croissance économique
Et donc c'est important que ces questions de développement restent aussi pertinentes au moment où nous échangeons aussi sur ces questions sécuritaires. Avec pour thème les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires, cette 9e édition de l'Expo Béton réunit des acteurs publics, privés, techniques et académiques autour de projets structurants pour l'économie congolaise et régionale. L'événement sert des plateformes d'échange, des réseautages et des mobilisations d'investissement. Il a fait le constat de ce qui se passe dans certains hôpitaux. Il s'agit de la présence de certains funérariums en lieu et place où les malades devraient se reposer. Ce membre de la Chambre haute du Parlement a déposé cette motion d'information au bureau du Sénat. On l'écoute. Je viens de formaliser cette motion que j'ai déposée. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous partez à l'hôpital du Cinquantenaire, un endroit où les gens ils vont pour se faire soigner, pour retrouver la santé, mais on voit un spectacle qui est très désolant. Il y a 2 cercueils qui circulent du matin, enfin de 8h à 16h et 7 jours sur 7. Et ça, c'est pas quelque chose de bien. On a transformé le jardin en funérarium. Donc, il est temps que l'autorité publique puisse prendre des mesures pour pouvoir enlever ces funérariums et que les gens puissent pleurer les morts donc dans un endroit approprié. Ce sont des funérariums. On ne peut pas transformer ce jardin où le malade devait aller se reposer ou prendre un peu de l'air et puis retourner dans leur chambre. Et puis tous les jours, c'est le spectacle à partir de leur fenêtre de voir le défilé de cercueils, de gerbes de fleurs et tout ce défilé de gens. En tout cas, ce n'est plus possible. Donc l'État doit prendre ses responsabilités pour délocaliser donc les funérariums. Et vous pouvez voir aussi les week-ends, si quelqu'un tombe malade par exemple, une femme enceinte, quelqu'un qui est dans un état assez grave, dramatique, comment il va accéder à l'hôpital? Il faut voir les bouchons qu'il y a. À partir d'aujourd'hui, vendredi, samedi ou dimanche, il faut voir que ce n'est plus possible. Donc, l'État doit délocaliser les funérariums, le mettre dans un endroit approprié et dégager donc le jardin ou la pelouse doit rester seulement aux seuls malades. Le projet dédié déterminant les sanctions dans la réglementation de la gestion des déchets domestiques à Kinshasa a été déclaré recevable. C'était lors de la plénière du jeudi 17 avril 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous dit Blandine Wavingana. Initié par l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Socrates Mubengai, ce projet dédié s'inscrit dans le cadre de la réglementation des sanctions visant à punir toute personne physique ou morale œuvrant dans le secteur public ou privé ne respectant pas les normes environnementales. Après avoir splitté et fond en comble l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo, il en ressort que les textes de loi demeurent silencieux sur la réglementation relative à la gestion des déchets et ordures ménagers ou domestiques. Partant de cette problématique, nous avons constaté les défauts, mieux l'absence d'une politique nationale et stratégique d'assainissement par la réglementation holistique dans le secteur de l'environnement dans la ville-province de Kinshasa. Dans son argumentaire, le rapporteur de la commission d'enquête chargé de faire le point sur la situation du sinistre qui a endeuillé Kinshasa après le passage des pluies diluviennes, l'honorable Patricia Tchalamwimpe a souligné l'importance de cet édit et a plaidé pour sa vulgarisation. Au cours de cette séance plénière, il était aussi question de prendre acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le mandat du député provincial du MLC, Clovis Samba, qui met fin au contentieux qu'il opposait à Séverine Moliba de l'ACPA, ainsi que la validation des pouvoirs des 2 suppléants dont M. Jamal Kaposa, 2e suppléant du député Jekoko Moulumba, qui a opté pour le Sénat, et Mme Dorcas Ilengela, première suppléante du député Dieu merci Maïbanzi Luanga, qui a décidé de garder son fauteuil de bourgmestre de la commune de... En séjour dans la ville de Lubumbashi, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Mukoko Samba, a organisé une séance de travail avec les opérateurs importateurs du pétrole. Cette séance de travail a porté sur le maintien de la baisse du prix du carburant à la pompe, ce avant de recevoir les plaidoyers des opérateurs pétroliers face aux multiples difficultés liées à la contrebande et autres anti-valeurs. Rodé Panda pour le reportage.
Les échanges avec les responsables de la profession pétrolière ont concerné la baisse du prix du carburant à la pompe intervenue en octobre 2024 et des efforts à fournir pour maintenir ces prix. À son tour, le président de la commission des hydrocarbures de la FEC au Katanga, Joseph Kuité Maloba, a expliqué au patron de l'économie nationale les différentes formes de fraude, notamment la délinquance des prix, la pratique illégale de la profession par les personnes physiques ou morales non qualifiées. Nous sommes contents parce que le vice-premier ministre et le ministre de l'économie nous a invités pour que nous puissions lui dresser les tableaux de tous les problèmes qui rongent notre secteur. Et son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'économie, nous a promis l'envoi d'une délégation dès la semaine prochaine, une délégation mixte, ministère des Finances, économie, hydrocarbures, ainsi que les gens de MAMO, pour que nous, FEC, nous puissions nous mettre autour de la table avec cette commission et présenter les propositions de solutions afin de sortir dans cette situation qui plombe le climat des affaires ici en province. Daniel Mukoko Samba, qui a obtenu la réduction de pertes et manque à gagner dû aux sociétés pétrolières, a réaffirmé la volonté du gouvernement d'assainir le marché pour éviter toute accumulation de pertes et manque à gagner. La démarche holistique amorcée par le président de la République pour le retour d'une paix durable de la partie est de la RDC et l'initiative des consultations politiques en vue de la formation du gouvernement ont été saluées par le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, qui exhorte la classe politique à l'unité. Malumbela. La vision partagée du Congo uni, fort et prospère doit être une boussole en ces temps où la souveraineté de la RDC est menacée par la guerre d'agression rwandaise. D'où cet appel du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, à l'unité des acteurs politiques du pouvoir comme ceux de l'opposition. En tout cas, je salue l'initiative de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui est une très bonne initiative parce que tout tourne autour aujourd'hui de la cohésion nationale. Et face à l'agression rwandaise, il fallait se mettre ensemble. Comme les Bangala disent, quand Moni de Gonanzo Bundanzela, au continent, nous, après vous allez régler vos problèmes. Donc, on doit d'abord se mettre ensemble, on doit chasser l'ennemi, et après cela, on peut discuter des problèmes liés à la gestion de la République. Et donc, c'est une très bonne initiative que nous saluons et que nous appuyons. Et nous espérons que ça va aboutir à un gouvernement solide. Soucieux de la bonne marche des institutions, ces dignes fils du pays, Tony Kankushiku, exhorte les opposants à surmonter les divisions et à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de construire les vivre ensemble pour l'intérêt de la RDC. Je lance un appel aujourd'hui à tous les opposants. Déjà, la majorité de la classe politique, si pas toute la classe politique, a été consultée. Et donc je pense que le conseiller spécial est en train de préparer son rapport à remettre au chef de l'État. Mais en attendant, moi je lance aussi un appel à l'opposition non armée qui s'est opposée à cette agression rwandaise. Et vous avez Martin Fayulu, vous avez le docteur Mukwege, vous avez Moïse Katumbi, je ne connais pas sa position, mais on tend la main à tous les opposants afin qu'ils viennent autour du président réfléchir comment résoudre le problème des Congolais qui ne doit pas se résoudre par le sang, par la guerre. Des consultations initiées par le chef de l'État, une issue pour la paix durable, gage du développement intégral. Dans un contexte électoral souvent marqué par des tensions, le CAFCO a organisé un atelier novateur pour établir une base juridique solide en matière de médiation des conflits électoraux. Cette initiative vise à transformer les échanges en arguments capables d'influencer la législation congolaise. Keren Kankolongo, Betty Amani pour le reportage. Dans la logique de son engagement pour une résolution pacifique des conflits électoraux, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a organisé un atelier dédié à un plaidoyer avec la Commission électorale nationale indépendante.
Cette activité s'inscrit dans une démarche visant à établir une base juridique et légale solide pour encadrer les processus électoraux. L'enjeu ici, c'est que nous puissions aujourd'hui ensemble parler de l'importance de cette opération de la médiation électorale avec l'organe de gestion des élections et nous, organisations qui travaillons sur terrain sur la question, pour que de façon synergique, on puisse mener un plaidoyer fort qui amène le législateur à intégrer dans la loi électorale la question de la médiation électorale. Pour les membres de la plénière de la CENI, cette initiative représente une démarche salvatrice qui ouvre la voie des solutions favorables pour une gestion responsable des tensions électorales. La CENI est venue participer à cet échange justement pour émettre son avis et voir dans quelle mesure nous pouvons poursuivre les réflexions, parce que ce n'est qu'un début. Certainement, au fur et à mesure que nous avançons, nous finirons par trouver la meilleure voie qui convient pour satisfaire leurs desiderata. Cette initiative du CAFCO souligne l'importance d'une approche collaborative et proactive face aux enjeux électoraux et démontre un engagement fort en faveur de la démocratie et de la paix en République démocratique du Congo. Durant 2 jours, plusieurs acteurs et prestataires de santé sont venus des provinces et de Kinshasa, la capitale. Ils se sont réunis en atelier dans la salle Maïko de l'immeuble Tembe, et ce pour réfléchir et apprendre comment renforcer le plaidoyer communautaire et recevabilité pour l'égalité, genre la structure Corps des jeunes dans la lutte contre le paludisme et d'autres partenaires ont apporté un appui et technique. C'est un reportage de Rodé Panda. Renforcer les plaidoyers communautaires et la recevabilité pour l'égalité genre dans les services de la santé et la lutte contre le paludisme, cette problématique était au cœur de l'atelier de 2 jours qui a réuni dans la salle Maïko de Tembe à Kinshasa plusieurs participants venus des provinces et quelques coordonnateurs du corps de jeunes contre le paludisme. Ces initiatives portées par différents partenaires, parmi lesquels l'ASBEL, Corps de jeunes contre le paludisme RDC et African Leader Malaria Alliance ALMA. Au cours de ces assises, il était question d'autoriser les jeunes femmes à diriger, mobiliser les communautés et influencer les politiques grâce aux fiches de suivi et au dialogue, a indiqué le docteur Baudouin Matela, directeur national de lutte contre le paludisme. En bon patriote, il a sensibilisé l'assistance sur la guerre d'agression et injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses acolytes terroristes du M23 AFC à s'aligner derrière les chefs de l'État et les FARDC, et ce, avant de formuler des recommandations. À propos, Alex Alison Kabambi revient sur l'essentiel. Depuis 2021, ces jeunes travaillent à travers les différentes provinces du pays dans la lutte contre le paludisme au niveau communautaire. Ce même projet va se répercuter auprès du ministre de la Jeunesse, auprès du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale et auprès du ministre du Genre. James Banda, délégué de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme allemand, a exposé sur ce projet pour une bonne compréhension de son impact dans la vie de la population. Clôture hier vendredi d'un atelier de revue et de validation des données sur la santé sexuelle et reproductive. L'ONG IPAS RDC et la division provinciale de la santé du Tanganyika se disent satisfaits des données enregistrées pendant une période de plus d'1 année. Cette session de 2 jours a eu lieu à l'hôtel Victoria, place de Kalemi. C'est vendredi 18 avril 2024 que l'atelier basé sur la revue et la validation des données sur la santé sexuelle et reproductive s'est clôturé au terme duquel des médecins, des coordonnateurs provinciaux, des médecins chefs des zones de santé, des infirmiers superviseurs, des prestataires ainsi que de l'équipe des suivis et évaluations d'AIPAS se sont accordés sur les données à travers cette assise qui a inclus des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Quelles sont les causes les plus profondes de nos contre-performances et de savoir comment est-ce que nous pouvons les modifier demain pour obtenir ainsi les résultats escomptés.
organisé par la division provinciale de la santé du Tanganyika avec l'appui technique et financier d'AIPAS RDC. 2 jours ont suffi à ces hommes et femmes de la santé venus des 13 formations sanitaires de 2 zones de santé dont 8 à Kalemi et 5 à Niemba, de passer en revue les données de santé sexuelle et reproductive. Qui nous permet aujourd'hui de s'arrêter et de dire d'où l'on vient, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous devons faire pour faire mieux demain. Au cours de cette session, des exercices pratiques de remplissage du registre SKCF et du Caneva du module complémentaire santé de la reproduction ont été réalisés pour améliorer la qualité des données qui nécessitent encore des efforts considérables pour atteindre les normes de qualité. C'est dans ce cadre-là que nous avons accompagné la division provinciale de la santé pour évaluer la qualité des données au niveau provincial. À la fin de cet atelier, les participants se sont engagés à mettre en œuvre les mesures correctives adoptées à l'issue de la rencontre afin de garantir la qualité des données et la pérennisation du module complémentaire. En religion, la gouverneure de la province du Lualaba a participé à la procession dirigée par Monseigneur Kazadi Kamba. Ce moment spirituel était également l'occasion pour Fifi Masuka de réaffirmer son engagement dans la lutte contre l'agression rwandaise. Monseigneur Kamba a souligné le sens de la souffrance et de la mort du Christ dans la vie de tout chrétien. Vendredi 18 avril 2025, vendredi saint, jour de profonde réflexion et de recueillement pour l'Église catholique romaine, le diocèse de Colosie s'est uni dans une démonstration de foi et de dévotion en faisant le chemin de la croix. Au cœur du Triduum pascal, plusieurs croyants, dont la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, ont marché sous les pas du Christ, vivant avec solennité et espoir les moments de sa passion avant sa crucifixion et sa mort atroce. Une autre occasion importante pour la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini de poursuivre avec son combat spirituel contre l'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23 AFC en appui aux forces armées de la RDC, aux patriotes Wazalendo et au président Tshisekedi qui sont en permanence sur tous les fronts pour libérer les territoires occupés. Sous la guidance spirituelle de l'évêque du diocèse de Colosie, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, cette communauté chrétienne a embrassé le mystère de l'amour divin qui transcende la souffrance et apporte la rédemption. Le chemin de la croix a débuté au collège Saint-Jean 23, traversant les principales artères du centre-ville de Colosie pour terminer en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. Le prélat a souligné l'importance de la souffrance et de la mort du Christ, rappelant que ces événements ont racheté l'humanité du péché. Son homélie, inspirée de l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 4, verset 14, a exhorté l'assistance à se souvenir du sacrifice du Christ. Comme chaque année, l'Église catholique romaine a invité les fidèles à vivre le chemin de la croix en souvenance de la marche de Jésus-Christ vers la mort. Cette contemplation active permet aux chrétiens de pénétrer la profondeur du mystère de l'amour de l'Éternel Dieu pleinement manifesté en Christ. Au Congo central, le directeur général de l'ISTEM, Kisontou, sollicite l'implication du gouvernement central et provincial pour la construction d'un nouveau bâtiment administratif de cet établissement public plus de 2 ans après l'incendie qui a ravagé cette institution d'enseignement supérieur. Près de 2 ans après l'incendie, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kisontou au Congo central est à la recherche d'un financement pour la construction d'un nouveau bâtiment administratif. À ce jour, cet établissement d'enseignement supérieur ne dispose pas assez de bâtiments. Cette future infrastructure de 2 étages sera érigée sur son site Kiponvita. Pour le moment, nous avons construit la fondation et nous sommes en train de lever le rez-de-chaussée. Et tout cela, nous le faisons juste là avec des fonds propres de ce que pour les étudiants et nous n'avons pas encore d'appui. C'est ce que nous cherchons. La construction de ces nouveaux bâtiments administratifs sera un atout pour le bon fonctionnement des différents services de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons construit les auditoires, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous devons continuer à les construire. Mais nous sommes dit il faut que le système fonctionne même dans un même site avec les autorités académiques. Et c'est pour cela que nous avons initié la construction d'un bâtiment à 2 niveaux, un bâtiment administratif.
Ainsi donc, l'ISTEM Kisontou lance un SOS à toutes les personnes animées de bonne volonté sociale de l'assister pour qu'ils construisent un bâtiment administratif moderne pour tous ces administratifs. Et pour terminer, nous allons parler de la deuxième édition de la semaine culturelle de la conscience africaine, CQCAF, qui a fermé ses portes le 12 avril dernier, organisée en marge de la commémoration de la date du 6 avril dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu. Cette semaine culturelle était l'occasion d'interpeller les jeunes Congolais à bannir l'aliénation culturelle. Rodé Panda. Les combats du prophète Simon Kimbangu, reconnu officiellement par l'État congolais à travers le 6 avril, mais la personne de Kimbangu est ignorée pour faire de lui un héros. Cette interpellation a retenti le samedi 12 avril dernier dans la pièce théâtrale présentée au Palais du Peuple pour clôturer la deuxième édition de la semaine culturelle de la conscience africaine, CQCAF, organisée à marge de la commémoration de la date du 6 avril. Cette semaine culturelle ne restera plus un simple événement, mais un véritable mouvement national, international et un pont entre les générations, le peuple et les cultures. Ce spectacle a donc lancé un appel aux jeunes Congolais à bannir l'aliénation culturelle afin de renouer avec les origines, car un peuple qui ne sait d'où il vient, il ne saura où il va, a martelé Pichou Matoisiloa, initiateur de cette manifestation. Reconnaître les efforts de certains fils et filles de ce pays par rapport à leur détermination, au message, aux différentes actions qu'ils mènent pour pouvoir pérenniser le combat de Simon Kimbangu pour la conscience africaine. Léon Abedi Tchenengwa, secrétaire général au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, qui en assure la supervision, n'a pas manqué de saluer l'instauration de la semaine culturelle de la conscience africaine par les... Et c'est parti que nous mettons un terme à ce journal coordonné par Angèle Mabiala Landou, réalisé par Nonon Manseko et Maxime Androquois. L'information continue sur nos antennes en français, en Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Excellente suite de programme. Au revoir.